Bonsoir à tous. Comme Madame Laetitia vient de le dire merci aux organisateurs de cette soirée, surtout ces échanges. Ce sont eux qui nous ont réunis ici et qui nous donnent quand même la plateforme d'échanger nos idées et nos pensées, de mettre en œuvre tout ce que nous avons comme connaissance et de partager avec les autres, de recevoir des autres aussi, ce qu'ils font comme initiative. C'est quand même enrichissant en tant que scientifique. Comme Madame Laetitia vient de le dire, je suis Monsieur Paulin Lokonampiangeli Joseph. Je suis actuellement apprenant en DEA, dans le domaine d'études approfondies, mais j'ai fait les sciences et gestion de l'environnement avec une spécificité en filière écologie urbaine. Mais je suis en train de travailler sur les questions liées à la gestion des catastrophes naturelles. Et c'est ainsi que, avec vous, pendant ces échanges, nous allons essayer un peu d'échanger sur la conservation des zones maraîchères et beaucoup plus sur les questions liées à la problématique de l'érosion ravinante dans ces zones-là. Donc, c'est de cette manière que ça se présente notre le sommaire, notre plan de l'exposé. Nous allons parler avec vous sur les contextes et enjeux. On parlera également des causes du ravinement, puisqu'il fallait connaître aussi qu'est-ce qui fait en sorte que nous ayons ces ravinements au niveau des zones maraîchères. Et il y a également, nous allons discuter sur une étude de cas, puisque là au moins, je voudrais juste être beaucoup plus pratique si un cas, une étude de cas au niveau de notre pays ici. C'est beaucoup plus dans les zones périurbaines, dans le cas des périmètres maraîchers de la vallée de Funa. C'est ici à Kinshasa, là où nous avons mené nos études. Nous allons discuter également sur les impacts, que ce soit sociaux, économiques et environnementaux, de ces ravinements dans les zones maraîchères. Et nous allons ensuite proposer des solutions et techniques de lutte adaptées au contexte local. Là, je pense que c'est aussi une opportunité pour vous autres qui sont ici, qui venez d'autres pays, d'apprendre ce que nous faisons ici comme lutte de manière locale. Parfois, ça pourra vous aider aussi si vous avez les mêmes problèmes dans vos différents pays. Et puis, il y aura une petite conclusion. Nous présentons le contexte et enjeux dans le sens où tous ici, nous savons qu'avec les progrès scientifiques et technologiques, malgré qu'il y ait ces progrès scientifiques et technologiques, ces progrès-là n'ont pas quand même arrivé à résoudre tous les maux du monde, tout ce que nous avons comme difficulté. Ainsi, la sécurité alimentaire, c'est une question qui se pose que ce soit dans les pays en développement et en voie de développement comme le nôtre. Mais ici, nous trouvons beaucoup plus que les zones maraîchères jouent un grand rôle dans l'approvisionnement en denrées alimentaires, surtout dans les milieux urbains. Donc, dans des villes, la plupart des pays, dans des villes, dans la plupart des pays, ils font recours pour l'approvisionnement en denrées alimentaires dans des zones maraîchères par les activités maraîchères. Mais ici, au moins, nous trouvons également, comme ces zones-là sont beaucoup plus dans les endroits, dans la vallée, dans les endroits qui peuvent être impactés négativement, grâce aux activités humaines, ces zones sont menacées par l'érosion ravinante. Et cette érosion ravinante-là impacte sur les conditions socio-économiques des communautés, si pas seulement les maraîchers qui font leurs activités là, mais également aussi nous autres qui ont besoin, nous autres qui avons besoin de denrées alimentaires, que ce soit des légumes et autres. Au-delà de ça, cela n'impacte pas seulement les conditions socio-économiques, ça impacte également, ça a un impact sur l'environnement ou bien l'écosystème, en fait, la zone que nous travaillons. Donc, c'est ainsi qu'il est vraiment crucial de parler sur cette question, puisque nous trouvons ici que, vu l'importance ou le rôle que jouent ces zones, mais ces zones sont menacées par un fléau qui est l'érosion ravinante. C'est comme je viens de le dire au départ là, c'est pour juste pour rappeler que les zones maraîchères que nous avons ici jouent un grand rôle important dans la sécurité alimentaire et au développement local. Par ailleurs, ici, au niveau de notre pays, à Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, le maraîchage ne joue pas seulement un rôle important dans la survie de certaines familles, mais ça permet aussi à certains parents de scolariser leurs enfants.
pour ne pas dépendre seulement d'une fonction publique qui est mal rémunérée. Puisque au niveau des salaires, ce que les gens reçoivent comme salaire ici, ça ne leur permet pas également de, de répondre aux besoins économiques qu'ils ont. C'est ainsi qu'ils font recours aux activités maraîchères. Donc au départ, les gens considéraient les activités maraîchères comme une activité juste pour la survie, pour la maison, pour nous faire nourrir. Mais maintenant, nous voyons également, après nos études, nous trouvons que cette activité-là devient une activité économique, une activité qui permet à la plupart des familles de se prendre en charge. Même là, il y a des parents qui scolarisent leurs enfants, que ce soit à l'école secondaire et à l'université. C'est donc, cette activité devient une opportunité inévitable pour combattre la pauvreté. Puisque, vous voyez seulement quelqu'un qui n'avait pas de travail, qui a seulement cette activité-là, qui régénère quand même de l'argent qui devient une activité économique, c'est une manière pour nous de combattre la pauvreté au niveau de notre pays. Ainsi, c'est les zones maraîchères que nous avons sont situées en périphérie urbaine ou dans les zones qui sont beaucoup plus fertiles, ou sont dans des espaces agricoles intensement exploités. Cependant, ils sont fréquemment soumis par des facteurs aggravants par l'érosion. Malgré cette importance-là, le rôle que ces zones jouent, nous trouvons ici la disposition de ces zones, surtout parfois, on voit aussi même, là, nous allons voir parmi les causes, il y aura aussi la topographie des sites, donc qui influence aussi, puisque avec les ruissellements d'eau des pluies, ce qui impacte négativement aussi ces zones-là. C'est ainsi que, malgré que ce soit leur rôle, mais nous trouvons que ces zones sont de plus en plus menacées par l'érosion ravinante, dont la plupart même des chercheurs et des gens n'en parlent pas. Or, nous sommes en train de perdre ces zones. Si on n'en tient pas compte, on risque de perdre toutes ces zones et ces zones qui sont comme des zones qui nous aident pour nous alimenter, en denrées alimentaires, et puis ça nous aide pour un bénéfice économique en fait. Et ces facteurs provoquent des érosions hydriques et qui évoluent en ravin profond, détruisent les parcelles cultivées, compromettant la productivité et entraînant la perte de sols irréversibles. Donc, du fait qu'il y aura l'érosion hydrique, ça va faire en sorte que cette érosion-là, le ravinement vient détruire les parcelles qui sont cultivées. Vous allez voir avec les images, vous allez voir, il y a une parcelle, mais après la pluie, vous allez trouver qu'il y a l'ensablement, il y a l'ensevelissement. Le sable qui a quitté d'un milieu X pour venir enterrer tout ce qui était comme culture. Vous voyez maintenant quelle perte énorme que ces maraîchers sont en train de perdre et quel danger nous sommes en train de courir pour la conservation de ces zones. Et donc, par conséquent, ça va compromettre aussi la productivité puisque le sol ne sera plus fertile puisqu'il fait que cet ensablement vient là et puis ça devient aussi un problème pour les maraîchers. D'ailleurs, pour même amender ces sols, ça demande beaucoup d'argent et vous allez voir même la plupart des maraîchers ont abandonné les sites, un site qui était destiné pour les activités maraîchères qui devient de plus en plus enterré par les sables et les maraîchers ne savent pas quoi faire et on a des sites qui sont perdus comme ça. Et de là, ça continue aussi à augmenter l'insécurité alimentaire et même la pauvreté au niveau de la ville. Ainsi, nous allons échanger avec vous sur les causes. Je pense que la plupart de nous ici connaissent un peu, mais nous allons juste faire dans le sens d'un rappel. Nous savons que parmi les causes, comme nous parlons également avec les changements climatiques, mais ici aussi, le cause des ravinements aussi, il y a les unes qui sont naturelles, mais les autres aussi ne sont pas naturelles, qui sont provoquées par les activités anthropiques, qui sont des facteurs anthropiques et facteurs humains. Ici, nous voyons avec les causes, les facteurs naturels, il y a les flux d'eau qui est par rapport avec donc, la direction d'eau avec les pluies intenses. Il y a également les propriétés et la couverture des sols. Donc, vous allez remarquer avec moi, à cause de la déforestation, un espace qui est nu, vous allez voir que c'est beaucoup plus, il y a la probabilité d'être érodé facilement avec les eaux de ruissellement. Mais là où il y a la couverture d'eau, vous allez trouver il n'y aura pas vraiment un petit souci. Donc, lorsqu'il y aura la pluie, et ces eaux-là peuvent être freinées au niveau de la couverture végétale qui va diminuer la pression que cette eau peut descendre sur terre, sur le sol.
Également, il y a aussi le type de sol, la propriété des sols. Avec les sols sableux, nous avons beaucoup plus la possibilité ou bien la probabilité d'avoir beaucoup plus d'érosion ravinante que dans les sols qui sont argilés, qui sont un peu compactés en fait. Et des sols nids également, ce sont des problèmes que nous trouvons également. Il y a plusieurs facteurs. Au-delà de ça, il y a la topographie, la forme, la pente de l'espace en fait. Puisque comme ces zones-là sont beaucoup plus de la vallée, du fait qu'il y a une forte pente, et s'il n'y a pas de technique appropriée pour ces activités-là, vous allez remarquer avec moi, avec une mauvaise gestion des eaux pluviales, lorsqu'il y a une grande quantité de eaux qui ruissellent, qui vagabondent, qui s'hilarient, et lorsque ça descend avec une pression, surtout avec la pente, ça défend une forte vitesse de ruissellement. Et c'est ce qui fera en sorte que ça prenne le sédiment pour quitter le sédiment d'un milieu X à Y. Et lorsque ça va aller dans le fond de la vallée, ça va endommager encore le site maraîcher qui était censé pour exploiter nos cultures maraîchères. Il y a également la forte érodibilité. Là, c'est juste la vulnérabilité du sol à l'érosion, c'est-à-dire sa sensibilité à être altérée. Donc, et donc, la sensibilité du sol à être transportée par des agents naturels comme l'eau ou bien par le vent. Madame Laetitia, on peut passer? Voilà. Il y a également les causes anthropiques, telles que nous venons de dire là. Nous avons parlé des causes, ça ce sont des causes provoquées par l'homme, par rapport à notre manière de vivre avec l'environnement. Si on n'arrive pas à travailler, à vivre en harmonie avec l'environnement, nous sommes en train de créer des tombes pour nous-mêmes. Donc voici maintenant des sites qui sont censés nous produire des aliments ou des produits de denrées alimentaires. Maintenant, à cause de notre manière de ne pas vivre en harmonie avec l'environnement, ça crée des désordres. Parfois, ça peut être par l'urbanisation non contrôlée ou anarchique. Il y a, vous voyez ici, pendant le lotissement, il y a des gens qui construisent de manière désordonnée, de manière anarchique, ce qui fait en sorte que lorsqu'on n'a pas bien loti et on ne tient pas compte de tout ce qui est en bas, de toutes ces zones-là pour leur protection, il n'y a pas de canalisation et tout. Il y a des maisons qui sont construites pas avec des collecteurs d'eau, il n'y a pas de puits perdu dans des parcelles pour la gestion des eaux pluviales dans chaque parcelle. Lorsqu'il n'y a pas de caniveau, toutes ces zones de pluie ont comme destination, surtout que ces zones sont dans le fond de la vallée, avec la topographie, toutes ces zones sont déversées vers la zone maraîchère et ce qui fera en sorte qu'il y ait la destruction de cette zone. Au-delà de ça, nous avons aussi la construction des routes. Lorsqu'on construit des routes, lorsque les voiries, dans le sens de la pente ou l'absence de drainage, c'est ce que je viens de dire ici, lorsqu'on n'arrive pas à drainer l'eau pour le faire passer, l'eau va chercher à comment contourner, chercher un chemin. Or, c'est qu'il y a encore un problème. Et lorsque ça crée déjà des ravins, et par conséquent, ça va créer des trucs très profonds qui vont nous amener à des ravinements et qu'on ne saura pas pour éradiquer cela qui va nous demander beaucoup de financement et détruire nos zones. Beaucoup plus ici, nous parlons des ravinements dans les zones maraîchères. Des pratiques agricoles inadaptées par rapport au labour dans le sens de la pente ou absence des haies vivantes ou des cultures de couverture. Donc, il y a aussi, c'est ainsi que nous demandons toujours, nous allons voir ça à la fin, l'encadrement technique de ces maraîchers. Puisque dans des zones pareilles, il faut toujours avoir des techniques adaptées ou bien des pratiques agricoles adaptées par rapport au site. C'est de la même manière, lorsqu'il y a une forte pente, il y a la forme même de mettre, de dispositions à mettre pour les plates-bandes. Donc, c'est un peu ça. Au-delà de ça, il y a l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols en amont qui accentue le ruissellement. On vient de le dire. Il y a encore un problème également qui nous dérange tous ici. Il y a un problème du changement climatique avec une augmentation des épisodes de pluies intenses. Donc, du fait que nous avons le changement climatique vient perturber le calendrier, que ce soit saisonnier et calendrier agricole, mais ici, c'est le problème des saisons. Lorsqu'il y a l'augmentation, l'intensification des pluies, donc l'augmentation des épisodes de pluies intenses, lorsqu'il y a l'augmentation des pluies, les pluies qui tombent avec une grande quantité dont on ne saura pas, surtout que nous avons déjà une urbanisation qui est non contrôlée, il n'y a pas les moyens, les canaux de drainage d'eau. Vous allez voir, avec l'augmentation des pluies, toutes ces eaux-là vont manquer le chemin à suivre. C'est ainsi que ça va chercher à se créer des routes et par conséquent
Lorsque ça crée des routes, ça vient avec l'ensablement et cet ensablement sera emporté vers les zones maraîchères et qui va encore détruire la zone. Également, il y a la déforestation par nos activités. Du fait d'avoir besoin de déforester, parfois, ça peut être pour étendre la ville, pour créer la ville, ça peut être pour étendre un peu le site maraîcher, dans des raisons multiples. Nous pouvons aussi créer le problème des ravinements là où nous sommes, surtout dans les zones maraîchères. Également, nous avons aussi les surpâturages. Là, pour les gens qui font l'élevage, en fait, du fait d'exploiter tout ce qui est comme nourriture pour leur bétail. Lorsqu'ils enlèvent ça et nous restons avec les sols qui sont nus et tout, ça peut créer les ravinements dans les zones où nous travaillons. On peut passer. Ainsi, ici, nous voulons juste parler d'un cas. On va étudier, on va parler d'un cas qui est vraiment un cas concret au niveau de notre ville. Ici, nous avons travaillé dans la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, mais plus précisément dans le périmètre maraîcher de la vallée de Funa. Donc, si vous tapez à l'Internet, c'est vers la rive qui est vers Sapra, Kindele, Sapra, la commune la commune de Kinsenso et Mongafula et les autres communes. Là, au moins, nous avons essayé un peu de décortiquer, de faire voir comment les ravinements impactent sur la zone maraîchère et sur les conditions socio-économiques des maraîchers. Ce n'est pas seulement dans les sites maraîchers, nous avons voulu montrer aussi comment ça impacte sur le social et l'économie des maraîchers, des gens qui pratiquent l'activité dans la zone. Selon les recherches menées par le professeur Dr Fils Makanzo en 2023, ces recherches révèlent quoi? Il dit l'érosion ravinante dans les zones maraîchères cause d'importantes pertes de nutriments dans les sols, des biens d'intérêt agricole et même des vies humaines, et réduit aussi la capacité des terres à nourrir des milliers de personnes par année. Donc, lui aussi nous démontre que, après ces études, après avoir mené ces études au niveau de la zone, il a trouvé que l'érosion ravinante a causé des pertes énormes de nutriments dans les sols. Puisque nous avons dit, lorsqu'il y a les ravinements, il y a l'ensablement qui vient, le sol ne sera plus nutritif. Donc, ça perd sa fertilité en fait. Il ne perd pas seulement sa fertilité, il trouve que même au niveau des maraîchers, les maraîchers perdent leurs biens, c'est-à-dire les instruments de travail, ou bien ça peut être des houes, des pelles, puisqu'à un moment, ils laissent ces instruments toujours là dans les sites. Lorsqu'ils reviennent comme ça, lorsqu'il y a l'ensablement vient enterrer tout ce qui était là. Ils vont perdre des cultures, des biens, voire même des vies humaines, puisque nous avons déjà nous avons connu des cas ici vers Kindele, dans la vallée de Funa ici. Lorsqu'il y a eu les ravinements, il y avait des gens qui habitaient, comme ils voulaient être proches de leurs activités, ils ont construit des maisons proches du site. Mais lorsqu'il y avait eu les ravinements, l'érosion qui a posé des problèmes ici, l'érosion ravinante ici vers les 7 km vers Kimwenza, ces maisons-là ont été emportées. Il y a même des gens qui ont été enterrés directement avant qu'on parte les enterrer, on les chercher, les racheter, que ce soit des caveaux et tout. Donc, vous voyez déjà, c'est un souci. On ne perd pas seulement les nutriments du sol ou bien les biens. Il y a aussi des intérêts qui partent. Puisque ici, nous avons trouvé aussi les NPK, les engrais chimiques et tout. Lorsqu'il y a eu les ravinements, pas seulement avec les ensablements, même avec les eaux de ruissellement, puisque ça inonde parfois. On n'allait même pas voir des clôtures. Il y a seulement de l'eau qui a envahi toute la parcelle et tout ce qui a été là, ça ruisselle et puis ça part de la rivière. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et puis, cela, par conséquent, ça va impacter négativement sur la capacité des terres à nourrir des milliers de personnes. Puisque du fait qu'il y a eu la perte de nutriments du sol, il n'y aura pas un bon rendement. Lorsqu'il n'y a pas de biens pour travailler, vous allez voir même ces gens-là vont perdre lorsqu'ils vont perdre leur matériel, ça ne va pas leur aider de travailler comme il faut, au lieu de défricher au moins un espace parfois de 100 mètres carrés. Lorsqu'il n'a pas de bon matériel, il en manque. Il n'y aura pas possibilité de continuer dans ce sens-là. Au-delà de ça également aussi, comme il n'y a pas d'intrants pour fertiliser le sol, pour avoir un bon rendement, surtout que ce sol n'est plus fertile, vous allez voir que ça fait un peu de soucis. Nous également, nous avons mené des études récentes en 2024 ici,
dans la vallée de la Funa, à Kinshasa, nous avons montré que à partir de l'événement, il y a eu des événements qui ont marqué au moins, puisqu'on a vu, on a voulu juste montrer là où il y avait beaucoup plus de soucis, là où il y avait un grand impact en fait. Le 27 avril 2017, puisqu'on était en train de travailler sur l'impact des rasements dans les rôles maraîchers de la Funa à l'âge de 2014 en 2022. Mais nous avons juste trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'impact lorsqu'il y a eu les ravinements pendant la pluie du 27 avril 2017 et le 18 avril 2021. Les ravinements dans la vallée de Makaya, ici vers là où j'ai parlé, ici à Kimweza, a enseveli une superficie totale de 427 524,354 mètres carrés. C'est une superficie, une grande superficie qui a été emportée par l'érosion ravinante. Lorsqu'il y a eu cette érosion-là, il y a eu vraiment une grande partie du sol qui a été emportée et ça détruit les terres maraîchères au niveau de la zone. Donc, ce qui a posé trop de problèmes aux maraîchers. D'ailleurs, il y a même des maraîchers qui ont fui leur site de travail. Ils ont dit, maintenant, on ne sait plus quoi faire, puisqu'on n'a pas de possibilités, on ne sait pas comment remédier encore ce site, puisque ça nous demande trop. Donc, vous voyez déjà, et ils étaient même en train de se plaindre, puisque ça a impacté négativement sur leur productivité, et par conséquent, là où ils devraient se faire un peu d'argent pour nourrir ses enfants, scolariser leurs enfants à l'université, c'était devenu un problème et c'était un souci pour eux. Il y a même des enfants qui ont arrêté les études à cause de ces événements. Vous voyez combien l'érosion ravinante impacte négativement sur la vie socio-économique de nos communautés. On peut passer. On voit également aussi l'ensevelissement causé par les ravinements a provoqué d'importantes pertes de culture. Ça, ce n'était pas seulement du fait d'emporter les sables pour enterrer la zone maraîchère. Et il y a des zones qui avaient des cultures, mais il n'y avait plus possibilité de travailler puisque tout ce qui était comme culture a été enterré par les sables. Donc, il y a aussi les biens qui sont partis et les terrains chez les maraîchers. Il y a des maraîchers qui ont réclamé qu'il n'y a plus moyen de continuer ici puisque lorsqu'il y a eu l'érosion ravinante, ça a créé des trous. Et il y a l'érosion, il y a les ravins qui est là, les ravinements qui est là. Il n'y a plus moyen de chercher à remédier le sol, à remettre encore le sol sur le site pour travailler. Par conséquent, les maraîchers se trouvent à un état de faiblesse et puis ils quittent. Au-delà de ça, cela a entraîné aussi une baisse des rendements qui a négativement affecté leur économie et leur vie sociale. Donc, ce n'était pas seulement tout ce que nous avons vu sur le point environnemental. Puisque ici, l'aspect environnemental, il y a la destruction du site, la destruction de l'espace, de l'écosystème du travail en fait, mais cela a impacté directement sur leur économie. Puisque les maraîchers s'est dit, bon, après ici, je vais récolter au moins, je vais faire une recette de 1000 dollars ou 500 dollars. Mais ils se voient les matin comme ça. Et surtout, ils nous ont même dit, c'est comme si c'était un démon. Cela arrivait seulement lorsqu'ils se préparent pour faire la récolte. Lorsqu'ils se disent, demain ou la semaine prochaine, à la fin de la semaine, on va le faire, il y a la pluie et puis il y a cet événement. Donc, ça impacte directement. Et puis, il y a même des gens qui sont maintenant dans des maisons qui sont malades à cause de ça. Ils ont fait des AVC. Vous voyez seulement là où il a mis tout son espoir et puis il se retrouve à un moment où il ne sait plus quoi faire. Ça devient un souci. Et ça impacte également l'ère sociale puisque maintenant, là, nous avons des enfants délinquants au niveau de la cité puisqu'ils n'étudient plus. Donc, ils n'ont plus à faire puisque leurs parents dépendaient seulement des activités maraîchères. Du fait qu'ils ont arrêté avec cette activité-là, ils n'ont plus moyen de se chercher ni quoi manger, ni de se faire étudier. Et ils deviennent des chômeurs dans la cité. Et voici maintenant, nous avons des coulons dans la cité. Si on n'en tient pas compte de chercher comment protéger cela, je pense que ça va créer encore des problèmes, non seulement pour la sécurité alimentaire, même sur les points socio-économiques de nos communautés. On peut passer. Voilà. Nous avons illustré un exemple ici avec des images. Donc, on voulait juste montrer avec les images satellitaires. Nous avons travaillé avec les ingénieurs SIC. Donc, c'est juste pour faire une étude spatio-temporelle de l'évolution du ravin de ces sites et voir comment les ravinements, l'érosion ravinante là était en train de détruire les sites.
Vous allez voir, remarquer avec moi, pendant de ces événements, il y a des images qui présentent, qui montrent que dans les sites, il n'y avait pas de soucis. Après la pluie, vous allez voir toutes les plates-bandes qui étaient mises en place là, ont été parties. Donc, on est resté juste avec le sable, ce qui est un souci pour la plupart de nos communautés. Donc, nous tous qui sommes ici, c'est juste une question après ces webinaires, je pense que nous allons prendre conscience. C'est une question dont on ne tenait pas compte, on ne voyait pas. Et puis, posons-nous aussi une question, est-ce que les légumes que nous consommons proviennent d'où? À partir de là, on saura comment protéger les zones par lesquelles ces légumes-là proviennent. Donc, voici maintenant les dangers qui guettent les zones qui nous produisent les denrées alimentaires au niveau de la ville, surtout nous qui habitons la ville. On peut passer, madame. Bon, ici, c'était juste une manière de présenter les données qu'on avait pendant nos études, lors de nos études sur terrain, voilà, sur la superficie qui a été ensevelie pendant les pluies. On a mis les dates de ravinement, la superficie de la vallée et la superficie ensevelie et le taux de retrait à chaque fois qu'il y avait la pluie. Donc, on avait la vallée que nous avons étudiée avait une superficie de 13 366 mètres carrés, mais lorsqu'il y a eu l'ensevelissement, sur le premier événement, qu'il y a eu le 24/4/2017, il y a eu une superficie qui a été ensevelie de 9 779,477 mètres carrés. Donc, ça nous a donné un taux de retrait. Donc, maintenant, on a fait les moins, de moins 301 1185,829 mètres carrés. Vous voyez, par an, là, les résultats que je présente ici dans une année, du fait seulement de voir que nous avons un espace de 9013, mais lorsque on vient encore, lorsqu'il y a eu les ravinements, il y a le sol qui est enseveli, les sites, avec une quantité supérieure d'ailleurs à la vallée qu'on était en train d'étudier. Donc, toute cette zone-là a été emportée, donc, couverte par le sable qui a quitté comment dirais-je, comment on appelle ça, les sites ici, les réseaux qui moins avec 7 km ici, qui a fait qu'on ait un point de retrait sulfasique de moins 301. Donc, nous avons fait une perte du site. Donc, si ça continue toujours comme ça, à chaque fois qu'il y avait la pluie, il n'y avait pas une augmentation, mais il y avait toujours une perte. On perdait le sol, on perdait le sol, on perdait le sol. C'est ainsi que nous avons dit, avec toutes ces données, si jusque-là, on ne continue même pas de mesures appropriées sur le site, on risque un jour que les zones arrivent à disparaître, que la zone disparaisse. Madame Letis, on peut passer. Au-delà de ça, nous avons voulu aussi présenter l'impact financier. Ici, nous avons présenté ça en francs et en dollars, mais je vais parler beaucoup plus en ICD, en dollars, puisque la plupart de nous ici connaissent au moins ça. C'est juste une question. Ici, vous allez constater avec moi, lorsqu'il y a eu cet événement, et puisqu'il y a même beaucoup de gens qui vont se poser la question, comment vous avez fait convertir les dollars, l'argent en truc? Donc, on a été en train de travailler sur les espaces et puis sur les types de cultures cultivés au niveau de la zone. Et par là, avec la superficie, on a fait des calculs et c'est ce qui nous a donné les taux. Donc, s'il y aura besoin de ces préoccupations, on pourra tous partager les contacts pour avoir des données, on peut vous partager les éléments en fait. Pour le premier événement, nous avons pu perdre pour le pinard, la culture de pinard, 5 926,96 dollars dans une année. Donc voici comment les maraîchers perdent sa somme. C'est une somme colossale pour un maraîcher. 5 000 dollars, ce n'est pas du paix en fait. Donc vous voyez seulement dans ce qu'ils font comme recette, ils n'arrivent même pas à ça. Mais dans une année, lorsqu'ils nous ont présenté juste avec la culture d'épinards, c'est ça qu'ils ont perdu. Comme la culture des feuilles de patates douces, ce sont des espaces qui sont beaucoup plus cultivés, surtout dans l'espace de 75 mètres carrés. Donc, c'est-à-dire que avec une longueur de 15 mètres et la largeur de 5 mètres, donc 5 sur 15, qui fait 75 mètres carrés, et ils ont perdu avec une culture de feuilles de patates douces 7 586,5
$. Et avec la culture des plates-bandes amarantes, dans la même dimension, vous allez voir qu'ils vont perdre 53 989,91 $. Vous voyez un peu, la différence là par rapport au prix vient par rapport à la valeur de la culture. Et malgré que ça ait une même superficie, mais ici les gens achètent beaucoup plus. Les feuilles de patates douces sont beaucoup plus vendues et les amarantes que l'épinard. Et puis l'épinard aussi est rare. Et puis même la plupart des gens n'en consomment pas trop ici chez nous. Donc, au-delà de ça, donc, c'est un peu, vous voyez ce que ça présente en termes économiques, la perte que ces maraîchers-là perdent. Ici, nous parlerons de solutions et techniques de listes adaptées au contexte local. Ce que nous proposons comme solution ici, et ce que nous avons proposé même lors de nos études, c'est juste question d'adapter des principes approuvés. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? C'est juste la création de bandes enherbées entre les parcelles des maraîchers et voies de culture, de couverture, ou bien on peut faire des haies vives, c'est-à-dire de créer la couverture végétale en fait, comme des plantations en fait, pour faire une barrière, des mini-bassins tampons pour voir comment accueillir de l'eau qui vient avec le ruissellement pendant les pluies. On peut également penser aussi à une formation localisée auprès des maraîchers et implication communautaire. Donc, puisque le renforcement des capacités s'avère indispensable pour la lutte, pour la conservation des zones maraîchères, si on n'arrive pas à équiper ces gens-là des matières, des outils nécessaires pour des techniques durables, que ce soit vraiment nous, tout ce que nous pouvons faire ici. D'ailleurs, moi, je me disais même, nous pouvons discuter ici dans les webinaires, mais le problème est que de descendre aussi sur le terrain pour échanger avec ces maraîchers, pour qu'eux aussi aient quand même quelques notions par rapport à ce que nous disons ici. Et c'est ça que je fais déjà. Il faut avoir une coordination institutionnelle et la planification territoriale intégrée. Donc, les ministères, que ce soit les coordinations et tout, doivent travailler en collaboration. Le ministère d'urbanisme, agriculture. Ici, nous n'avons pas un ministère de gestion de l'environnement. Ils doivent travailler sur la gestion de l'eau, application des normes urbanistiques pendant les lotissements par les services compétents. Donc, lorsqu'on lotit, lorsqu'on nous donne des parcelles, le ministère du urbanisme et aménagement des territoires et les autres, là, doivent faire un effort, doivent aménager les sites avant que les gens viennent habiter. Il faut dire, la zone ici doit être protégée, il faut avoir les caniveaux ici, il faut faire ceci, puisque toutes ces eaux qui proviendront du dessus, pour qu'il n'y ait pas un impact négatif sur les autres qui sont en bas ici. Au-delà de ça, il faut avoir également aussi pendant le lotissement, les services compétents, identification des maraîchers en fait de les encadrer techniquement sur les bonnes pratiques culturelles et des techniques de lutte anti-érosive. La sensibilisation des populations habitat vers les environs ou bien les zones collinaires sur la gestion durable des eaux pluviales. Ça, c'est ce qui pose encore un problème. C'est toutes les maisons qui sont vers de ce côté-là. La plupart des maisons n'ont même pas les collecteurs d'eau. Tous ces eaux de la parcelle, ils déversent ça, ils orientent ça vers les sites maraîchers. Or, lorsque ça part là-bas, ça crée encore des problèmes. Ça vient poser des problèmes sur les activités qui sont menées en bas. Au-delà de ça, le renforcement des mesures de suivi et de surveillance des zones maraîchères en vue de protéger ces derniers, il faut penser à mettre en place un mécanisme de suivi et de surveillance de ces zones. Que ce soit donc un mécanisme de suivi qui est permanent. Ce n'est pas seulement on vient faire ici tel que je vois dans la plupart des activités ici. On les fait aujourd'hui, après quelques temps, on laisse. On ne sait pas faire le suivi. Si on le fait de manière quotidienne, je pense que ces zones seront protégées. Au-delà de ça, bien réglementer l'activité maraîchère en la professionnalisant, de bien sécuriser le sol, en minimisant l'emploi d'intrants chimiques et de bien distribuer les terres arables. Ici, nous avons proposé les techniques adaptées, ce que nous adaptons au niveau local ici. Il y a également avec le Centre d'études environnementales et développement durable, le CED, qui a mis en place pendant nos études, nos recherches aussi, un mécanisme de collecte des eaux pluviales. Ça, ils sont en train de construire des citernes. Ils construisent ça pour les communautés. Ils cherchent comment collecter toutes ces eaux de la maison et ils déversent ça vers la citerne mécanique qu'ils ont construite. C'est en béton.
Et ces eaux-là sont utilisées pour plusieurs faits. Mettre les robinets, il y a des maraîchers qui prennent ces eaux pour aller arroser leur culture, surtout pendant la saison comme ça, lorsqu'il n'y a pas de pluie. Le salaire aide quand même. Vous voyez, tous les eaux de pluie qui provoquaient des problèmes, qui étaient constitués comme un fléau pour les maraîchers. Maintenant, lorsque c'est bien canalisé, ça devient une opportunité aussi pour eux d'en profiter pour arroser leur culture pendant la saison. Au-delà de ça, il y a des gens qui utilisent des sacs. Là, je l'ai vu vers la route numéro 1, vers la route Matad, lorsque ça a été cassé et tout. Vous allez voir, même vers chez nous ici, il y a des gens qui ont mis des sacs, c'est juste pour diminuer la pression des eaux de pluie. Lorsque ça vient, lorsqu'elle vient avec une forte pression, à chaque fois que ça va descendre dans le sac là, en forme de gradin, ça diminue sa pression et puis ça descend lentement et puis ça n'aura pas d'impact très négatif par rapport à ces activités. Au-delà de ça, il y a des gens qui font la culture en bande sous forme, ils mettent des vétivers. Ils mettent des bandes et puis ils sont en train de mettre. Donc, ça, c'est juste la liste avec la liste biologique basée sur la nature avec les espèces végétales en fait. Mais il y a des gens qui utilisent les vétivers. Il y a également ceux qui mettent les bambous. Lorsque j'ai été sur le terrain, j'ai trouvé aussi des maraîchers qui utilisent des fausses cannes. Il y a une espèce comme la canne à sucre, mais qui n'est pas canne à sucre, qui leur aide aussi à maintenir, à stabiliser le sol, puisque avec les vertivers, mais que ce soit les bambous avec leur système racinaire, ça arrive à solidifier le sol, ce qui fait en sorte que même s'il y a des eaux de pluie qui viennent, ça va s'infiltrer dans ces racines-là, et puis avec l'ensablement qui vient, ça va se stopper, ça fait comme une barrière, donc comme un corridor en fait. Il y a également les gens qui mettent des pneus. Vous voyez, lorsque vous avez utilisé votre voiture, au lieu de jeter le pneu là, mais ils prennent ça, ils font mettre ça de côté, et c'est juste pour barrer le sable lorsque ça vient, que ça laisse juste de l'eau. Et même lorsque l'eau venait avec une forte pression, ça n'aura pas la même vitesse de ruissellement tel que c'était au départ, mais ça va diminuer et ça va faire en sorte qu'il n'y ait pas un fort dégât sur la zone. Il y a également avec les techniques que nous avons fait avec le professeur, le docteur Loutete. Vous allez voir, dans ses travaux, il a présenté comment les gens utilisaient, ils faisaient un bassin tampon. Ils creusent sur le sol. C'est juste pour faire passer de l'eau. Et au lieu que ça descende directement là-bas, ça vient à s'encaisser dans les trous qu'ils ont creusés. Donc ça, ce sont beaucoup plus de techniques que nous, au niveau de la ville ici, la plupart des communautés utilisent, surtout que c'est avec un coût réduit, puisque ça ne demande pas beaucoup d'argent, puisque je sais avec les techniques de l'OVD, mettre les trucs, les caniveaux, il faut avoir le ciment, il faut voir ceci. Avec les paix qu'ils ont, on a pu faire quelque chose, c'est juste dans le sens de diminuer ces problèmes au niveau de ces zones pour protéger leurs zones et surtout pour leur survie. Ainsi, je voudrais juste appeler la conscience de tout un chacun de nous ici que l'érosion ravinante dans les zones maraîchères représente un défi environnemental et socio-économique majeur. Donc, c'est ce que nous ne pouvons pas oublier. Que ce soit tout ce que nous faisons, il faut penser aussi que du fait que nous avons l'érosion ravinante dans les zones maraîchères, c'est un défi environnemental puisque ça détruit l'écosystème, les sites que nous exploitons, l'environnement, et puis ça impacte négativement sur les conditions de vie socio-économiques de nos communautés. C'est ainsi que je nous demande, si nous faisons ensuite une gestion intégrée impliquant les maraîchers qui sont les agriculteurs, les collectivités locales et les institutions publiques, ça sera indispensable pour préserver ces zones qui sont vitales pour la sécurité alimentaire locale et l'équilibre écologique. Et j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Paulin, pour votre présentation. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat box ou tout simplement lever la main et je vous donnerai la parole. Donc, je vois il y a une main levée. Monsieur Yves, vous pouvez prendre la parole. Merci, Madame Laetitia.
Je suis vraiment ravi de la présentation. Au fait, moi, je voulais remercier cher Paul pour sa présentation qui est un peu pertinente. J'ai vraiment une petite question que je vais poser au présentateur. Moi, je suis Baron Ngango Raïf. Je suis à Bukavu, au site Kivu. Je suis un étudiant à l'université officielle de Bukavu en eau et forêt ou gestion de ressources naturelles. Ma question concerne juste pour la présentation et je pense que vous êtes en train de noter. Je voulais me rassurer donc dans le contexte des changements climatiques et des pressions par exemple qui pourraient être foncières. Quelle stratégie qui peut être ou qu'on peut faire intégration en faisant durablement les freins d'expansion des ravins dans les zones maraîchères, dans les milieux urbains et périurbains. Et donc, moi, je voulais peut-être savoir, en guise de politique qu'on pourrait mettre en œuvre, ou soit, par exemple, parce que quand Pauline nous a parlé, je n'ai pas bien écouté s'il a bien dit ça, parce que moi, je suis rejoint les liens un peu trop tard. Mais comment on peut faire dans des milieux périurbains ou soit dans des milieux urbains? Merci beaucoup. On peut prendre la deuxième question. Il y a une autre main qui est levée et puis vous allez répondre, faire d'une pierre deux coups. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Je ne vois pas le nom, mais je vois la main levée. Si vous avez la main levée, ouvrez votre micro et posez votre question. Merci bien, madame. Ici, c'est Toano Abalo depuis le Bénin. Je suis agroéconomiste et je remercie monsieur Paulin pour sa brillante présentation et la conservation des zones maraîchères. C'est très important pour la sécurité alimentaire dans les zones périurbaines et urbaines. Cependant, j'ai quelques questions ici, si me le permet. Il a parlé d'une étude qui s'est tenue, qui a mentionné particulièrement la perte des nutriments que l'érosion ravinante crée, la perte de vies humaines, donc les intrants agricoles, surtout la partie de la perte de vies humaines. Je n'ai pas compris comment l'érosion ravinante crée la perte de vies humaines. Donc, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la partie économique de sa présentation. Je n'ai pas bien cerné les écritures, les chiffres au niveau des différents tableaux qu'il a présentés. C'est les chiffres qui vont vraiment nous donner la chair de poule concernant les pertes, en tout cas non seulement pour les producteurs, mais pour la communauté et pour l'ensemble des acteurs impliqués. Donc, au niveau des chiffres, si le temps le permet et vous me le permettez, s'il peut revenir au niveau de ces tableaux pour qu'on puisse voir vraiment la pertinence de l'étude à travers les chiffres, ça serait important. Ma dernière préoccupation, je voudrais savoir, il a présenté à la fin de cette diapositive les techniques adaptées au niveau du contexte local. Je voudrais avoir quelle est la sécurité autour de cette technique, de ces innovations, de cette technologie qu'il a présentée, à savoir les bassins de rétention d'eau et tout ça. J'ai vu des bassins de rétention d'eau qui sont à ciel ouvert. Quelle est la sécurité autour de cela en matière de noyade, en matière en matière sanitaire, en tout cas les risques sanitaires que cela pourrait encourir et voilà. Donc, merci bien, merci une fois encore. Saisi les noms, mais au moins, c'est la première question. Je pense que c'était juste sur les stratégies pour arrêter l'expansion des ravins, de l'érosion ravinante dans les zones périurbaines et urbaines. Donc, je pense la stratégie serait très facile. Les stratégies sont multiples et cela dépend seulement par rapport euh, au contexte et par rapport aux initiatives au niveau, au niveau des différents pays. Nous ici,
nous avons fait un effort d'abord. La première des choses est de savoir d'abord quelles sont les causes. À partir de ces causes que vous trouvez au niveau de votre collectivité, cela vous permettra en fait de mettre en place des stratégies de lutte des tensions. Ici, nous avons trouvé la plupart des problèmes qui nous dérangent pour qu'il y ait l'expansion de ces ravins. C'était beaucoup plus la mauvaise gestion des eaux pluviales et l'urbanisation anarchique en fait, surtout dans ces zones maraîchères, dans les zones où il y a la forte pente dans les sites en fait. C'est ainsi que vous avez vu même par rapport aux techniques qui ont été mises en place, c'est ainsi que nous avons parlé des techniques adaptées au contexte local. Donc, c'était des techniques qui ont été mises en place par rapport aux réalités, aux causes qui ont provoqué ces problèmes. Nous trouvons qu'ici, chez nous, la plupart des gens, comme ils sont dans les conditions précaires parfois, ils n'ont pas de bonnes conditions, ils construisent des maisons sans pour autant avoir des collecteurs d'eau. Qu'est-ce que nous avons fait? Au niveau de chez nous ici, nous avons mis en place euh, des techniques d'élite, en fait. Des techniques qui nous ont permis que ce soit la gestion des eaux pluviales avec le CED, et puis des techniques qui sont très faciles à mettre en place, telles que vous avez vu le bassin de rétention d'eau et d'autres techniques, en fait, que nous avons mis, puisque telles que maintenant, là, vraiment la plus grande chose à mettre, les stratégies à mettre en place, premièrement, il faut également aussi associer les communautés dans la gestion puisque l'air impliqué, puisque c'est eux qui souffrent, malgré il faut penser aussi à faire cette gestion-là, la lutte, que ce soit la lutte qui soit participative, avec les institutions publiques de l'État et nous en tant qu'organisation, et mettre en place aussi des techniques appropriées par rapport aux réalités et aux causes de ces fléaux. Donc, je pense que ça sera idéal si vous aussi, de votre côté, vous pensez à réunir également, faire une gestion qui est participative, une gestion intégrée. Donc, de tous ces problèmes, ça va vous aider, puisque au-delà de ça, il faut s'attaquer aussi aux problèmes, puisque si on n'arrive pas à résoudre les problèmes, même si on met des techniques qui ne sont pas conformes par rapport aux problèmes que nous avons, ça va toujours continuer à étendre l'érosion. Donc, ce sont des problèmes que nous avons trouvés. Il y a eu la construction d'archives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui ont déjà construit. Il faut s'adapter aux réalités du terrain. Comme il y a des eaux, des pluies qui sont mal gérées, il faut commencer à sensibiliser ces communautés sur l'impact négatif de ces eaux, de la mauvaise gestion de ces eaux-là, et puis comment les gérer efficacement pour préserver ces zones. Par rapport à la perte de vies humaines, j'avais vraiment bien nuancé dans le sens où comment l'érosion ravinante peut causer des pertes de vies humaines. Nous avons trouvé dans les sites qu'il y avait des maraîchers qui n'ont pas voulu être trop loin de leurs activités, qui ont construit des maisons dans les proximités vers la zone maraîchère, là où il y a leurs activités. Et par conséquent, lorsqu'il y a eu l'érosion ravinante, cette érosion-là est venue emporter et les maisons et l'espace qui était là, puisqu'il y a des gens qui ont perdu même le terrain. Puisque cette érosion-là n'a pas pris seulement la zone maraîchère, même la zone environnante, puisqu'il y avait une route qui s'est coupée. À cause d'une mauvaise gestion des eaux pluviales, que ces eaux-là qui étaient venues en grande quantité ont emporté toutes les maisons qui étaient aux environs de la zone maraîchère et ce qui a posé un souci au niveau de la zone. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela que ça a causé aussi des pertes de vies humaines. Il y a eu des maraîchers qui habitaient dans les cases-là et à partir de ces événements-là, ils sont partis, ils sont morts comme ça. Au-delà de ça, nous sommes allés aussi plus loin pour voir lorsqu'il nous racontait des histoires. Il y avait même un papa qui travaillait avec nous. Pourquoi il a laissé son site? Il est mort. Il est tombé malade lorsqu'il y avait un événement qui était venu emporter sa zone. Tout cet espace-là a été emporté. Il voyait comment il peut faire, comment il peut survivre pendant qu'il dépendait seulement de cette activité. Avec tous ces chocs-là, cela est porté dans des maladies et cela est emporté par conséquent par la mort. Donc vous voyez comment c'est par là que nous disons que l'érosion ravinante cause aussi la perte de vies humaines. Vous avez parlé de l'activité économique.
par rapport aux chiffres que nous avons présentés ici. Voilà. Par rapport à l'impact financier, nous avons pu démontrer ça par rapport aux cultures. Je ne sais pas si vous voulez juste avoir les chiffres, que je lise tous les chiffres, ou vous vous demander comment on a pu trouver. Je pense qu'il faudrait qu'il lise seulement, il nous donne les chiffres. Là, ça nous permettra de faire une analyse économique de la pertinence de la situation en matière de pertes économiques, en Voilà. matière de pertes de Ok, ça va. productivité. Ça va, merci. Nous, ici, on a présenté ça par rapport aux dates d'événement. Vous voyez, les dates d'événement ici, ce sont des dates. Ici, nous avons, malgré nous avons travaillé de 2014 en 2022, on était en train de voir la date à laquelle il y a eu une perte énorme, puisqu'on ne devrait pas prendre le tout. Donc, ici, pendant qu'il y avait eu la pluie du 27/4/2017, il y avait une perte énorme en termes de finances avec la culture d'épinards dans une superficie de 75 mètres carrés de 5 926,96 $. Donc, pendant cet événement-là, les pertes de culture que nous avons trouvées, nous avons converti ça en valeur économique. Voici ce que les maraîchers ont perdu donc, pendant cet événement-là, donc dans une année. Au-delà de ça, il y a aussi une culture que nous avons ici, la culture de, ici j'ai mis juste les tableaux de 3 cultures que nous avons trouvées. Mais il y avait d'autres cultures, mais les cultures qui sont beaucoup plus cultivées dans les sites que nous étions, c'était les pinards, les feuilles de patates douces et puis les plates-bandes d'amarante. Dans la même superficie aussi, je viens par la moyenne. Ici, dans le total pour la perte en épinards, pour les 6 événements, l'événement qui a eu lieu le 27/4/2017, le 15/10/2017, le 6/3/2018 et l'événement 18/4/2024. Pour les maraîchers, ils ont perdu pour la perte juste en épinards 259 000,93 $. Donc, c'est juste pour un moyen de 43 166,82 $. Donc, ça, c'est juste pour l'épinard. Donc, dans tous les événements qui ont été manifestés, lorsqu'il y a eu la pluie, à chaque fois qu'il y avait la pluie, il y avait une perte économique. Mais lorsqu'ils ont associé ça, c'est ça ce qui présente en termes économiques, c'est ce que les maraîchers ont perdu. Et c'est de la même manière que tout ce que nous voyons ici. Je ne sais pas si je suis obligé de lire tout ça. Ça va prendre encore du temps. Donc, c'est juste le tableau est là. Vous allez voir un peu à chaque fois. Là où j'ai mis les FC, c'est les francs congolais, puisque nous, ici, nous utilisons ces francs. Mais au moins, à côté, j'avais mis en dollars. C'est de la même manière que les gens qui travaillent et qui utilisent les CFA et les autres monnaies peuvent convertir. Lorsque, comme nous avons le dollar ici, le taux, c'est à combien? Puisqu'à cette époque-là, c'est une précision aussi. Nous étions en train de travailler sur le dollar en 28. Donc, sur 2800, un dollar, c'est 2800 fois ici chez nous. Donc, c'est un peu ça. Et par rapport à la sécurité, au risque, par rapport aux méthodes utilisées, et risques sanitaires et de noyade, je pense que seulement parce que vous n'avez pas pu voir un peu, lorsque vous regardez bien, vous allez voir que les trous creusés ne sont pas vraiment très profonds, puisque nous savons que même ici, si on les fait à la maison et si ce n'est pas bien protégé, il y a le risque de noyade, puisque j'ai déjà vu quelque part un enfant tomber dans ces puits-là et les parents étaient distraits et puis ils ont perdu l'enfant comme ça. Donc, là où dans les sites maraîchers, là, surtout beaucoup plus, ce sont des sillons qu'on fait là où c'est un peu isolé. Vous voyez, lorsque on voit, on essaie un peu de canaliser l'eau, lorsque ça vient avec une descente, et puis lorsque ça arrive vers la fesse, vers ça fait là-bas, avant de descendre sur le site, on crée des bassins de rétention qui parfois, si ça déborde, ça peut aller, mais c'est juste pour la question de diminuer la pression d'eau qui vient au lieu d'aller directement avec cette forte pression pour aller endommager le site. Et les risques sanitaires, là au moins vraiment on en tient compte et on sait que ce n'est pas bien couvert, surtout que si ces eaux-là
elles ne se sont pas infiltrées et que ça prend beaucoup de temps là, ça peut risquer, ça peut devenir comme une niche écologique pour les moustiques et autres. Mais au moins jusque-là, comme on n'a pas vraiment de moyens nécessaires pour penser à tout ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte aussi. C'est un aspect très capital que nous prendrons en compte pour voir aussi comment faire des études pour sécuriser les communautés qui vivent aux alentours sur les risques sanitaires également. Mais ces puits-là sont ouverts à ciel ouvert comme ça. Il n'y a pas une protection au-dessus et tout qui pourra les limiter dans le sens, on pourrait dire, des maladies et tout. Donc, dans ce sens-là, vraiment pour ça, on n'a pas vraiment des mécanismes ou des mesures qu'on a mis en place pour diminuer cela. Vraiment, surtout qu'au départ, euh, 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 on voyait seulement pour chercher comment limiter l'érosion ravinante au niveau de la zone. Donc, on tenait juste compte de conserver la zone, malgré il y a aussi des aléas qui pourront survenir pour la santé et puis sécurité, en fait. Donc, merci beaucoup. Ok. Il y avait deux mains levées, je ne vois plus les deux mains levées. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de questions parmi les membres de Allô? l'audience? Oui, allô? Non, Etienne. Donc, merci beaucoup pour l'exposé. Et malgré que j'ai trouvé l'exposé avec des coupures de connexion, souvent, c'est coupé et puis ça revenait encore. Donc, j'avais juste quelques préoccupations que je voulais juste avoir comprendre. C'est par rapport au site. Donc, on nous a parlé des sites des vallées de Fouma, et qui n'a Funa, pas été vraiment. Funa, merci beaucoup. Funa, qui n'a pas été vraiment. Comme c'était une étude, donc je voulais un peu comprendre aussi la géolocalisation du site, qui n'a pas été déterminée. Je voulais aussi comprendre les sites, c'est quelle forme, c'est quel type de vallée que vous nous parlez, parce que là, quand il y a un moment où vous parlez des sables, je ne sais pas si c'était de l'eau stagnante, il y a des clouements de terre, alors j'étais un peu confus. Je voulais un peu comprendre aussi la gestion des sites, appartient à l'État ou à un grand concessionnaire, parce que là, l'idée était de comprendre, par exemple, si les plans, les entretiens là, les risques là qui est lié à la communauté qui cultive là-bas, ou les risques liés à l'environnement. Et je voulais aussi comprendre de façon où, si les gens là qui cultivent là-bas, moi je parle aussi c'est dans le cadre qui est un peu purement agronomique, les gens qui cultivent là-bas, les effets liés à l'économie qui peuvent impacter aussi les propriétaires des sites, ou qui peuvent aussi impacter aussi les cultivatrices ou cultivateurs qui sont là-bas, les maraîchers. Alors je voulais un peu comprendre d'une façon un peu économique la façon dont ils se comportent par rapport aux résultats sur les sites là-bas. Merci beaucoup. Ok, merci. Il y a une autre main levée. On peut aussi prendre d'autres questions. Si vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions ou votre question avant que Paulin ne prenne la parole. Ok. Ah oui, oui. Merci, cher Pauline, pour cette présentation enrichissante. Au moins, c'est un honneur congolais, je suis étudiant en agronomie à l'Université du Bukavu. Alors, j'ai deux questions. La première question est de savoir quelles sont les causes de l'encellulement, donc de l'érosion, les causes. C'est la première question. La deuxième question, j'ai bien vu sur les pistes de solutions. Le présentateur a mentionné que nous devons limiter l'utilisation d'intrants chimiques. Alors, je voudrais savoir euh, comment les intrants chimiques euh, causent également l'érosion. Parce il a bien dit que nous devons limiter l'usage des intrants chimiques. Alors, je voulais savoir comment les intrants chimiques peuvent causer l'érosion ou la perte du sol. Merci. ok, par rapport à la géolocalisation, je pense que la vallée de la Funa se trouve à Kinshasa, mais dans la commune de Mongafula. Dans la commune de Mongafula qui s'étend entre
une latitude de 4 degrés. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça, mais de toute façon, si je peux aller trop loin dans ce sens-là, mais au moins, nous sommes dans la commune de Mongafula, la Kinshasa, vers la vallée de la Funa, donc c'est vers là. Donc, avec des latitudes de sud de 4 degrés 18 minutes et tout et 4 degrés 19, latitude sud et autres, et puis avec une longitude est de 4 degrés 16 minutes et tout. Donc, c'est beaucoup plus dans le sud-ouest de la ville de Kinshasa. Donc, c'est là où la commune se trouve. Si il a besoin d'informations encore. Donc, la vallée de la Founa, c'est la commune de beaucoup plus. Nous étions là où nous avons étudié, c'était beaucoup plus dans un quartier qu'on appelle ici le quartier Kindele. Je ne sais pas s'il y a des Kinois qui sont là, ils en connaissent au moins. C'est vers la route Kimwenza, là où il y a la mission des prêtres. C'est une zone urbano-rurale également. C'est dans la commune de Mongafula. De Mongafula. Donc, c'est ici à Kinshasa, ici, dans la commune de Mongafula. Et les coordonnées géographiques, je pense qu'on pourra même partager, ce n'est pas un problème. Et par rapport à la gestion du site, là où nous étions, nous avons trouvé que ces gens-là, ils étaient en train de créer, comment on dit ça encore, euh, hum, des groupes de mutualité, de coopératives en fait. Voilà. Des coopératives qui sont gérées par eux-mêmes et dont ils ont des responsables, puisque dans chaque site, lorsque vous arrivez là-bas, vous allez voir qu'ils ont un président. Jusque-là, vraiment, l'État ne s'implique pas vraiment. Il travaille juste avec les communautés locales, les autorités locales. C'est juste à un moment aussi, il y a les autorités locales qui passent là, les chefs du quartier, puisque au moins, ils ont dit, lorsqu'ils ont des réunions, et ils passent avec eux, l'État s'implique dans ce sens-là de manière indirecte. Pas au niveau national où une équipe qui descend là-bas pour voir, et ils viennent intervenir seulement lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a un problème, un dégât au niveau du site, là, lorsqu'il y aura des bruits et tout, d'ailleurs, même lorsque nous étions partis pour le terrain, ça posait aussi un souci, puisqu'ils disent toujours il y a des gens qui viennent ici, de temps en temps, ils nous donnent des promesses, mais ils ne font rien. C'est ainsi qu'ils ont trouvé comme solution de créer des coopératives, de travailler en coopérative pour voir comment surmonter tout ce qu'ils peuvent traverser comme épreuve. De la gestion du site jusque-là est gérée entre les mains d'eux-mêmes, mais en collaboration avec les autorités locales. Ils ont des coopératives. Lorsque vous arrivez là-bas, vous allez rencontrer leur président. C'est vraiment, malgré ce n'est pas bien structuré, mais au moins, c'est souci dans ce sens-là. Et il y avait aussi une question par rapport, par rapport l'ami voulait savoir comment les intrants chimiques peuvent causer l'érosion. Euh, c'est ça, non? Voilà. Oui, Donc c'est ça la ici, question. oui, ici, si, bon, je commence d'abord, si j'avais dit, on cherche comment éviter les intrants chimiques, mais si jusqu'à aujourd'hui les amis l'utilisent, puisque, vous voyez seulement, ce n'est pas seulement dans le sens où de créer l'érosion ravinante, mais au moins nous, moi en tant qu'environnementaliste, je ne conseillerais pas un cultivateur d'utiliser les produits chimiques, puisque ça impacte négativement sur ma santé et sur la santé du sol également. Au-delà de ça, lorsqu'il y a le ruissellement, ces éléments chimiques peuvent être ruisselés vers des rivières qui par conséquent peuvent être consommés avec la bioaccumulation. Ça pourra avoir des retombées à la longue. Mais par exemple, si on perd dans l'essence de l'érosion, donc ça peut arriver à perturber l'équilibre naturel du sol. Par exemple, je m'explique. Les déchets industriels ou agricoles peuvent contaminer le sol en réduisant leur capacité à retenir l'eau et les nutriments. Donc, cela peut diminuer aussi une diminution de la productivité des terres et les dommages de l'écosystème environnant. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, vous allez voir que avec les intrants également, ça peut faire en sorte que, puisque nous avons même trouvé ça, du fait d'utiliser beaucoup d'intrants dans un espace, ça appauvrit vraiment le sol. Puisque si on n'utilise pas ça,
Donc le sol perd sa qualité. Et ça devient flexible. Et ça devient aussi, comment dirais-je, le terme m'échappe encore, très, trop, bon, pas allergique, le terme technique, j'oublie encore, mais aux effets des eaux de pluie qui pourront venir. Puisque vous allez voir que lorsqu'il n'y a pas la fertilité, ça change même les propriétés du sol. Et puisque moi, j'ai été sur terrain, j'ai trouvé que là où il n'y a plus la fertilité, là où ils utilisaient les intrants, par d'ailleurs, même, et même il arrive à un moment, non, ils se disent non, il faut laisser l'espace en jachère. Parfois, ils viennent amender ça avec les fumiers ou avec les engrais biologiques, en fait, puisqu'ils se disent, au fait d'utiliser ça, vous allez voir que le sol change la forme, et même sa texture. Donc, vous voyez, donc, même sa couleur change aussi. Ça devient un peu très, très flexible par rapport aux effets du ravin. Donc, lorsqu'il y a seulement de l'eau qui vient, du fait qu'elle ça ne garde plus ses propriétés, ça peut être emporté facilement et puis ça crée des problèmes. Donc, dans ce sens-là, mais au départ, on a évoqué ça, c'est dans le sens de sécuriser aussi la santé, puisqu'on évite de chercher, on cherche à l'ère que nous sommes en train de militer pour que tous travaillent de manière écologique, que ce soit les activités agricoles et tout. Tout ce que nous pouvons utiliser comme engrais, il faut utiliser un engrais biologique. Mais ils n'ont pas cette possibilité-là, puisque même pour avoir ces fumiers-là, il faut une grande quantité, puis ça demande beaucoup d'argent. Mais il peut se faire acheter juste des NPK et les autres, l'IRE et tout, à un coût réduit, et puis il peut fertiliser ses sols. Mais vous ne savez pas. Et à un moment, lorsque nous prenons ces légumes, est-ce que les conditions par lesquelles nous utilisons ça parfois pour la préparation et tout, est-ce qu'on arrive vraiment à bien enlever tout ce qui est comme, puisque d'ailleurs, après quelques temps, vous allez voir les légumes accroître et tout, et puis surtout qu'ils cherchent même changer la couleur des légumes parfois. C'est les mêmes jours qu'ils ont jeté ces produits et les mêmes jours qu'on achète et puis on va préparer comme ça. Vous voyez ce que ça pourra faire sur notre santé. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si on pourra avoir des échanges aussi à la suite. On pourra se compléter. Mais au moins, de ce que moi je sache, c'est ce que moi je vous ai donné comme explication. Est-ce qu'il y avait encore une question que j'ai oubliée? Vous avez mentionné pendant la présentation, mais peut-être que le monsieur est arrivé un peu en retard. Il demandait les causes de l'érosion. Donc, c'était les causes de l'érosion, mais je vais aussi lire les questions dans le chat box parce que le temps n'est plus vraiment de l'autre côté. Euh, il y a une personne qui dit, quelle est la situation critique de Funa qui a motivé le choix pour abriter l'étude? Et là, une autre question, quelle est la méthodologie de votre étude? Donc, il y a ces trois questions-là, les causes de l'érosion et donc et la situation critique de Funa qui a motivé le choix pour abriter l'étude et quelle est la méthodologie de votre étude? Ok. Ok. Les causes du ravinement, en fait, nous avions parlé ici. Ici, on a regroupé ça ici, nous avons réparti ça en deux groupes sur les facteurs qui sont naturels et les facteurs qui sont anthropiques, en fait. Les facteurs qui sont provoqués par l'homme. C'est ainsi qu'avec les facteurs naturels, on a parlé des propriétés, la couverture des sols. Par rapport à la propriété du sol, si nous avons des sols sablés, nous avons beaucoup plus la probabilité d'avoir les questions de ravinement, que ce soit aussi par rapport à la couverture du sol, avec des sols nids et tout, on peut avoir cette probabilité-là. Également, il y a la topographie, la pente prononcée de la vallée qui fait en sorte qu'on ait aussi les ravins et les ravinements au niveau de la zone maraîchère. Il y a aussi par rapport à l'érodibilité aussi, c'est-à-dire la vulnérabilité du sol à l'érosion, c'est que sa sensibilité à être altérée ou transportée par les agents naturels tels que nous avons parlé de l'eau et puis les vents. Au-delà de ça aussi, on a parlé des flux d'eau, c'est-à-dire le mouvement, donc la direction à laquelle l'eau prend par rapport au plus intense et tout. Et nous avons parlé également aussi des facteurs qui sont anthropiques, qui sont provoqués par nous-mêmes, qui parfois nous avons l'urbanisation qui est non contrôlée ou anarchique.
Lorsqu'on construit de manière anarchique ou on fait des autoconstructions et une urbanisation qui n'est pas bien respectée avec les conditions urbanistiques, les normes urbanistiques respectées, on pourra avoir ces problèmes. Et il y a également aussi les changements climatiques qui viennent accentuer l'augmentation des épisodes de pluie les plus intenses. Du fait qu'il y a les changements climatiques, il y a l'intensification de pluie et donc par conséquent, lorsqu'il y a de fortes pluies, il y a une grande quantité d'eau qui descend et qui fait des problèmes. Il y a également la déforestation qui est causée par l'homme. Puisque si je fais allusion avec les changements climatiques dans les causes des facteurs anthropiques, puisque on responsabilise beaucoup plus les causes des changements climatiques à l'homme. On dit que c'est l'homme qui a accentué. Donc, puisque c'est nous qui avions accentué quand même les problèmes. Il y a aussi les surpâturages, il y a aussi l'urbanisation non contrôlée, c'est ce que j'ai parlé également. Donc, en bref, je peux dire ça. Par rapport à la motivation, qu'est-ce qui a fait en sorte que je parle sur la vallée de la Funa? Pourquoi pas d'autres sites? Premièrement, c'est une zone à laquelle, dans une commune à laquelle moi j'habite, là où j'ai fait mes études, aussi à proximité de l'université de Kinshasa. Et c'est une zone à laquelle qui était en train de m'aider pour l'approvisionnement en denrées alimentaires. Vous voyez, en tant qu'étudiant, je partais là-bas pour acheter des légumes et autres. Et il s'est fait à un moment, il y avait une rareté de légumes au niveau du marché, Banzalemba, vers là où nous étions en train d'acheter. Même lorsqu'on descendait vers le site, il n'y en avait plus. Et je me posais la question pourquoi. Ils ont dit l'érosion ravinante qui s'était manifestée ici, c'est ce qui a emporté tout ce qu'on avait ici. Mais jusque-là, il n'y a personne qui trouve des solutions pour nous trouver la solution pour éradiquer ces fléaux. Au fur et à mesure qu'on changeait encore, on augmentait encore, je passais là, je regardais, la situation ne faisait que s'empirer. C'est ainsi que je me suis dit, il fallait mener des études pour savoir quel est cet impact, pour montrer aux autorités, aux communautés, surtout d'autres scientifiques, pour qu'ils sachent que si aujourd'hui on ne tient pas compte pour la préservation de cette zone, là vraiment je le dis seulement pour cette zone, et surtout les zones maraîchères qui ont une utilité vitale pour l'approvisionnement en denrées alimentaires, nous risquerons de perdre ces zones à cause de l'érosion ravinante. Donc, et au-delà de ça, nous avons juste constaté que ce sont des zones qui sont riches et qui jouent une grande importance pour la lutte contre la sécurité alimentaire et la pauvreté au niveau local. Donc, je voyais, ce sont des parents qui faisaient ces activités. À chaque fois, il y avait des amis aussi, leurs parents n'avaient pas de travaux à la fonction publique, mais au moins ils faisaient seulement ce travail. Ils étudiaient. Donc, on partait là-bas. D'ailleurs, je connais même là-bas à cause de mes amis. Je faisais la route ensemble. Lorsque moi, je pars acheter, je vois leurs parents. Ils étudiaient seulement avec cet argent. Mais lorsqu'il y avait des problèmes, il y a certains qui ont stoppé avec les études, puisqu'il n'y avait plus de possibilités. Donc, c'est ça vraiment la motivation. Malgré que je voyais cette importance-là, les jours-là, moi, je voudrais vraiment travailler et puis continuer à chercher comment mettre des mécanismes de protection dans ces zones-là. Et j'ai vu encore des chats. Il y a quelqu'un qui a posé la question, quelles sont les cultures cultivées au niveau du site? Là, vraiment, la plupart des cultures telles que nous venons de dire ici, il y a l'amarante, il y a les patates douces, l'épinard, il y a les tomates, il y a... donc, c'est un peu ça. Et au-delà de ça, quelle est la géolocalisation, le type de... c'était ça? La gestion du site, ça, on avait déjà dit. Hmm. La méthodologie du travail, c'est ça que l'ami voudrait savoir. La méthodologie de travail ici, la méthode utilisée pour notre travail ici, c'est comme nous avons utilisé la méthode rétrospective et une méthode, c'est que nous avons prospective en fait. Je m'explique. Avec la méthode rétrospective, nous avons utilisé, c'est une approche qui nous a aidé à faire de la consultation, de la documentation qui était disponible par rapport à ces sujets.
Et à cet effet, les guides méthodologiques, les thèses, telles qu'on fait la revue littérature, en fait, nous avons utilisé les travaux des autres. Au-delà de ça, avec la méthode prospective également, ça au moins, c'est une méthode qui était basée sur la conduite des interviews, puisqu'on avait une enquête à l'aide d'un questionnaire. Et ce dernier nous a permis de collecter des informations recherchées. C'était beaucoup plus sur l'impact direct des ravinements et puis les données socio-économiques. Et puis, nous avons utilisé aussi les histoires de pré-enquête, les échantillons et tout. Mais au moins, également, nous avons travaillé sur, de manière graphique, nous avons travaillé sur la documentation, nous avons utilisé les cycles et puis les enquêtes. Et puis, nous avons également utilisé aussi les analyses statistiques. Nous avons utilisé la documentation pour nous aider avec l'orientation méthodologique et la documentation des images en ligne sur Google Earth. Au-delà de ça, nous avons avec les cycles, on a digitalisé l'évolution du ravin, les zones d'ensevelissement, les plates-bandes ensevelies et tout. Et puis, cela nous a aidé de quantifier, d'avoir des données quantifiées sur la superficie du volume du sable. C'est avec les cycles qu'on a fait avec des pixels. On a fait la digitalisation. À partir de là, nous avons fait sortir au moins la quantité, le volume du sol qui a été enseveli en fait. Et avec les analyses statistiques au moins, et ça nous a permis d'avoir les résultats sur les revenus et au-delà de ça, les résultats socio-économiques pour savoir comment cela impacte, c'est combien en économie, et puis les résultats sur l'impact financier du ravinement. Les enquêtes, au moins, on avait juste besoin de savoir, d'avoir les données sur l'impact direct du ravinement. On posait des questions, qu'est-ce que ça fait? Vraiment, on a approché les maraîchers pour avoir ces informations-là qui étaient censées intéressantes pour nous, pour enrichir notre travail. Et pour les enquêtes aussi, on a trouvé aussi les données socio-économiques, puisque nous, on ne savait pas le prix de la plate-bande. Avec et au moins, ils nous ont dit non, une plate-bande de 5 sur 10 de fait de patates douces, équivalent ou bien à 50 000 francs. Et hier, certains, on se met à il y avait la diversité des prix, mais à chaque fois qu'on passait, on a fait la moyenne et puis on a converti ça en dollars tels que vous avez vu là. Donc, je pense que c'est un peu ça l'approche méthodologique que nous avons utilisée. Nous avons utilisé les sigles, la documentation et puis les enquêtes sur terrain ainsi que les analyses des statistiques. Mais d'une manière brève, nous avons utilisé la méthode rétrospective et la méthode prospective. Arrivé au terme de la soirée, vu l'heure, on va devoir se séparer. Je veux remercier l'audience mais plus particulièrement Monsieur Paulin Lokonda pour le sujet. C'est un genre de sujet, je pense, qui est rare. C'est la première fois que on aborde le sujet sur soirée conservation. Merci beaucoup, on a beaucoup appris et bonne soirée à tous. On se retrouve exactement dans 2 semaines pour une autre présentation sur soirée conservation.